Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Donc, je m'appelle Yann Méheux Driano. Il y a 30 ans bientôt maintenant, le 10 novembre 1993, j'ai subi un accident, un grave accident sur l'autoroute A10, veille du 11 novembre, et dans lequel il y a eu 45 véhicules légers et 6 poids lourds, et qui a fait au total 15 morts et 46 blessés. Accident dans lequel j'ai perdu mon épouse et mes 2 enfants. C'est un accident qui a débuté au départ par un feu dans un pneu et qui a provoqué un nuage de fumée qui a masqué l'autoroute. Un camion citerne est arrivé qui a freiné très violemment dans le nuage de fumée, ce qui fait qu'il s'est mis en portefeuille en travers l'autoroute et que donc toutes les voitures et les camions sont venus s'accumuler dedans. Certains ont très bien réagi, d'autres très mal. Moi, sur ma part, je suis arrivé vers la fin de l'accident. Et j'ai été percuté violemment par 2 voitures et qui ont éclaté une partie de la voiture, d'ailleurs. Enfin, ça va tellement vite. Presque en même temps, un dernier camion polonais est arrivé et a tassé tous les véhicules et a coincé les gens dans les voitures. Ce qui fait que moi, je me suis retrouvé dehors et 30 ans après, je ne sais toujours pas comment. Et je me suis retrouvé dehors, ma fille était derrière, je l'entendais mais je ne la voyais pas, dans le nuage, dans la fumée. Mon fils me tendait les bras pour que je le sorte et ma femme était devant, je ne la voyais pas non plus. Donc avec 2 personnes qui sont venues m'aider, on a essayé de sortir mon fils qui me tendait les bras. Et on n'a pas réussi, et je crois que lui avait conscience de ce qui se passait, mais il m'a dit « Papa, je vais mourir ». Je lui ai dit « Non, je vais te sortir de là, il n'y a pas de problème, je vais te tirer ». Et donc malheureusement, quelques temps après, il y a 2 autres personnes qui sont venues nous chercher, nous dire que tout allait exploser. Parce que le dernier camion qui avait écrasé des voitures sous lui, qui était rentré très violemment dans l'accident, avait provoqué tellement d'étincelles que ça a mis le feu à l'ensemble. De l'essence, du gasoil qui avait par terre, et que tout commençait à brûler. J'ai pris un extincteur que j'avais dans la voiture pour éteindre mon petit feu dans mon coin, qui était plutôt inutile, mais bon. Et quelqu'un nous a emmenés après, et ça a explosé réellement. Et ma femme et mes 2 enfants sont décédés. Ma femme Marie-Josée avait 39 ans, mon fils Michael avait 14 ans, et ma fille Magali avait 10 ans. Et donc je me suis retrouvé sous ce pont. Et ce qui est important aussi, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, il n'y avait pas de soutien psychologique, il n'y avait pas d'intervention des psychologues sur les catastrophes, il n'y avait même pas de plan blanc réellement. J'ai vu un vieux camion pompier arriver pour éteindre le feu dans le pneu au départ. Et à l'époque, quand les pompiers et les autres sont arrivés, ils ont secouru les personnes blessées. Mais les personnes qui n'avaient rien, comme moi, restaient sur place. Et j'étais sous ce pont qui était juste avant l'accident, et voir ma voiture brûler. Et l'accident s'est terminé vers 7h30, et je n'ai été évacué que vers 10h30. Donc je suis 3 heures derrière l'accident, ce qui heureusement n'arriverait plus aujourd'hui. Le 19 novembre, l'enterrement a eu lieu. Il y a eu du monde évidemment. Le 20, les gens sont retournés chez eux puisque la vie continue. Mes parents sont restés quelques jours de plus. En plus, mon anniversaire est le 22, donc ils sont restés un peu plus longtemps. Et le 23, le 24, ils sont partis chez eux parce qu'ils avaient aussi leurs obligations. Et le 25, je me suis retrouvé dans cette maison, tout seul. Et c'est ça le plus dur en fait. Ça a été le moment le plus dur de se retrouver tout seul parce que dans le feu de l'action, on est pratiquement inconscient de ce qui passe. On est sidéré, on ne réagit pas. Et il y a une espèce d'enchaînement qui se crée jusqu'au moment où on se retrouve seul. Et là, c'est le silence qui est insupportable. Il n'y a pas d'autre bruit que le sien. Donc, je me suis rendu compte là d'ailleurs qu'on vivait plus souvent avec les gens en les entendant qu'en les voyant. Et
Ben, j'allume la télé pour faire du bruit et puis un peu de mouvement. On a vraiment, on est les bras ballants, on ne sait pas comment réagir. Le soir de l'accident, j'étais même incapable de pleurer. Mais c'est aussi, c'est le soir de l'accident, dans cette nuit, que j'ai décidé de me battre. Je fais des interventions dans les collèges, les écoles, les lycées, partout où on me demande, où je raconte, le témoignage. Je témoigne. Je témoigne de ce que j'ai vécu, je témoigne des conséquences d'un accident, des causes de l'accident, des conséquences, et de tout ce qui de la bonne attitude sur la route, en fait. J'ai commencé en 95. 95 qui a été le moment où j'ai failli aussi baisser les bras, m'arrêter, parce que le troisième juge d'instruction, ne sachant pas quoi faire du dossier, a mis tous les conducteurs en examen. J'ai reçu une lettre recommandée me disant « Monsieur Méheux, vous étiez dans l'accident, des faits restent à penser que vous y avez participé, vous êtes mis en examen pour homicide involontaire. » Même pas une convocation, ça a été une... Et là, j'ai dit, j'ai tué ma femme et mes gosses, quoi. J'ai tué ma famille. Et donc, je me suis dit, non. J'étais très entouré par le village où je suis. J'ai un petit village où on est 1000 habitants. C'est un plus, à ce niveau-là. J'ai ma famille qui est très présente. Et j'ai les médias qui m'ont beaucoup aidé. Puisque tous les ans, au moment des commémorations, ils m'appelaient, me demandaient où en était le dossier. Le dossier a duré 9 ans, quand même. Et là, j'aurais dit, on est tous mis en examen. Ça a fortement réagi au niveau des médias, aussi bien local que national. Et comme par hasard, le juge d'instruction, ils ont découvert qu'il n'était pas compétent et qu'il fallait me déplacer le compétent au sens juridique du terme. L'important, c'est que c'était transféré à Poitiers, qu'à Poitiers, les premières choses, ça a été des non-lieux pour une grande partie des conducteurs. Et ensuite, ça a traîné, puisque le jugement a eu lieu en 2002. 9 ans plus tard, il y a eu un procès. Procès qui, alors là, pour les victimes, est un moment fondamental. Le procès, c'est le moment où tout se révèle, c'est-à-dire où on va tout comprendre. On a compris au fur et à mesure, parce que en 9 ans d'instruction, on a eu accès au dossier, on a compris plein de choses. Mais là, tout le déroulé, tout l'accident est expliqué. Toutes les étapes sont expliquées et on comprend vraiment tous les enchaînements. Et en plus, c'est un endroit où on peut s'exprimer. C'est l'endroit où la première fois, j'ai pu dire que mon fils était mort en me tendant les bras. Et ce qu'il avait dit. Avant, je l'avais jamais dit. Le tribunal est un lieu de... Alors, c'est pas le but d'un tribunal, c'est vrai. Mais c'est indispensable pour passer une autre porte et pour aller vers un autre avenir. C'est une porte qu'on ouvre vers un avenir différent. On a eu un procès qui était exemplaire, qui est vraiment très très bien déroulé. Ce qui fait que le chauffeur polonais a eu 18 mois de prison avec sursis, une annulation du permis, une amende, et puis, limite, les condamnations, on n'en avait rien à faire. C'est du ressort de la justice, c'est pas du ressort des victimes. Ça ne me ramènera pas mes enfants qu'il aille directement en prison, surtout 9 ans après. Et ça, c'est un élément important. La justice doit être rapide, mais pas trop. Une justice trop rapide, on n'a pas le temps de faire le chemin vers l'acceptation que l'événement a eu lieu. Pas des conséquences, mais que l'événement a eu lieu. Et si on n'a pas ce chemin vers l'acceptation que ça se soit passé, on est toujours dans la demande d'une condamnation forte. Et, alors que l'important, c'est pas la condamnation, c'est la reconnaissance de responsabilité. Enfin, c'est ma vision des choses et je sais que de toute façon, ils ne seront jamais condamnés à hauteur de ce qu'on a souffert. Donc ça n'a pas d'importance.